12 juin 2026, Anthropic coupe l'accès à ses modèles partout dans le monde sur directive de Washington. Delhi et Paris perdent l'accès, Moscou n'avait rien à perdre. 13 jours plus tard, Washington invite ses alliés à rejoindre son alliance IA. L'Inde arrive avec une question. Épisode Pax Silica, l'alliance IA sans traité. Chapitre 1. La nuit du 12 juin. Ce qu'une directive de contrôle des exportations révèle sur la nature de l'accès à l'IA frontière pour les pays alliés. Le 12 juin 2026, l'administration Trump émet une directive d'urgence basée sur l'IEEPA. Deux modèles sont visés, Mythos 5 et Fable 5, les plus avancés d'Anthropic. Tout ressortissant étranger non vérifié perd l'accès immédiatement. Ce qui suit n'est pas une restriction géographique ciblée sur des adversaires connus. Anthropic ne peut pas couper l'accès à la Chine et à la Russie tout en le maintenant pour ses alliés. Le système de conformité ne fonctionne pas avec cette granularité. La seule voie légalement sûre est de retirer les modèles pour tout utilisateur étranger non préalablement vérifié. C'est ce qui se passe. Mythos 5 et Fable 5 disparaissent des interfaces pour tous les utilisateurs étrangers non vérifiés, alliés compris. Le contexte avait émergé 4 jours plus tôt, selon des officiels américains cités dans la presse spécialisée. Mythos 5 aurait identifié des vulnérabilités dans des systèmes classifiés en quelques heures lors d'un test interne. Un modèle avec ces capacités ne pouvait pas rester accessible à des opérateurs étrangers non vérifiés. Le raisonnement de sécurité nationale était là, même s'il cassait d'un coup des milliers d'intégrations chez des clients alliés. Ce que l'événement révèle n'est pas d'abord technique, c'est structurel. L'accès à un modèle de pointe hébergé aux États-Unis n'est pas un droit acquis par un contrat commercial. C'est une permission révocable à tout moment pour des motifs que le détenteur définit seul. Prenez une banque indienne qui avait intégré Mythos dans son système de détection de fraude. Au matin du 12 juin, l'accès n'existe plus. Ce qui était un contrat commercial s'est révélé être une permission, retirée en une nuit, sans aucun recours possible, pour des motifs définis seuls par Washington. Chapitre 2. Pax Silica, le 25 juin. 13 jours après la suspension, 35 pays se réunissent à Washington pour construire des chaînes d'approvisionnement IA sans la Chine. Et l'Inde arrive avec une question précise qu'elle refuse de ne pas poser. Le 25 juin 2026, Washington accueille le second sommet de Pax Silica. Lancé par l'administration américaine, ce cadre vise à coordonner les alliés sur les chaînes d'approvisionnement en intelligence artificielle et en semi-conducteurs, avec comme objectif explicite de construire des filières libres des fournisseurs chinois. 35 pays y adhèrent à ce second sommet, selon les chiffres officiels publiés par la Maison-Blanche à l'issue de la réunion. L'Inde, dont la participation n'était pas acquise, rejoint le cadre lors du sommet India AI Impact, organisé en parallèle. L'Inde apporte avec elle une donnée concrète. 13 jours plus tôt, sa chaîne d'approvisionnement numérique a subi une coupure sans préavis sur des systèmes critiques, et la suspension Mythos a rendu impossible d'éviter la question en séance plénière. La délégation indienne soulève explicitement ce que les observateurs ont appelé le problème du commutateur d'arrêt, la capacité américaine de couper l'accès à des technologies critiques de façon unilatérale. Elle demande quelque chose de précis, une garantie que les pays alliés qui déploient des systèmes IA américains dans leur infrastructure nationale ne se retrouveront pas dans la situation des utilisateurs de Mythos en juin. La réponse vient de Rajesh Krishnan, secrétaire au ministère indien de l'électronique et des technologies de l'information. Il décrit une compréhension, ses propres mots lors d'une intervention publique, que l'accès à la technologie, une fois fourni, ne sera pas coupé. Il précise lui-même que c'est une assurance, pas un traité. C'est honnête, et c'est exactement le problème. Chapitre 3. L'assurance et ses limites. Une compréhension diplomatique n'est pas un engagement contraignant. Et la différence n'est pas un détail de juriste. C'est la question de savoir ce qui tient quand une crise arrive. Une assurance diplomatique informelle entre gouvernements a une valeur réelle dans les relations internationales. Elle engage la réputation de l'État qui la donne, crée une attente partagée et impose un coût politique si elle n'est pas honorée. Ce n'est pas rien. Sa limite fondamentale est précise, elle ne peut pas contraindre l'exécutif américain sur sa prérogative de sécurité nationale. L'IEEPA, la loi fédérale sur les pouvoirs économiques d'urgence, autorise le président à imposer des restrictions d'exportation par décret exécutif. En 48 heures, selon les juristes spécialisés, aucun engagement donné par un responsable du département d'État à ses homologues n'est opposable à ce pouvoir, parce que ce n'est pas le département d'État qui l'exerce. La différence avec un traité est précisément là. Imaginez un responsable indien qui ouvre l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord et le compare au texte de Pax Silica. Le premier dit « Une attaque contre un allié est une attaque contre tous », c'est une obligation juridique que les États-Unis ne peuvent défaire qu'en dénonçant formellement le traité. Le second dit « Nous nous engageons à construire ensemble ». C'est une déclaration d'intention comparable au G7 ou au Quad dans sa nature, sans mécanisme d'exécution. Ce que l'Inde a obtenu peut fonctionner dans les conditions normales, relations politiques stables, pas de crise de sécurité nationale, administration au pouvoir décidant de l'honorer.
Ces 3 conditions dépendent entièrement d'une volonté politique que l'histoire du 12 juin vient de démontrer comme fragile. L'Inde a obtenu une promesse dans un cadre sans mécanisme d'exécution et elle le sait. Chapitre 4. Le COCOM. L'Occident a déjà construit ce type d'alliance technologique informelle, pendant 45 ans, et ce que les Alliés en ont tiré comme leçon mérite d'être relu attentivement. En 1949, les pays occidentaux ont mis en place le Comité de coordination pour le contrôle multilatéral des exportations, le COCOM. Son siège était à Paris, son fonctionnement était confidentiel et sa base juridique était une résolution de coopération volontaire entre gouvernements, pas un traité. Un accord informel qui coordonnait le refus d'exportation de technologies sensibles vers l'Union soviétique et ses alliés. Le COCOM a duré de 1949 à 1994, 45 ans. Ce n'est pas négligeable comme durée d'une alliance informelle. Il a maintenu des listes de technologies interdites et des licences d'exportation que les gouvernements membres appliquaient sur la base de leur bonne volonté, sans contrainte juridique si l'un d'eux choisissait de s'en écarter. Mais les alliés européens se sont régulièrement heurtés à une réalité que les archives de l'époque documentent bien. Les États-Unis utilisaient parfois le COCOM non seulement pour contenir l'URSS, mais pour avantager leurs propres exportateurs face à des concurrents européens ou japonais. La France et l'Allemagne ont été bloquées à plusieurs reprises dans des achats de technologies informatiques américaines, jugées trop sensibles pour le transfert, même à des alliés. Les exemptions nationales censées garantir l'accès aux partenaires proches n'étaient pas des droits, c'étaient des permissions discrétionnaires. La réponse européenne sur le long terme n'a pas été de mieux négocier des assurances. Ce serait se tromper de leçon. Elle a été de construire des capacités propres dans les secteurs où la dépendance totale à un allié devenait intenable. Airbus et STMicroelectronics sont les emblèmes les plus visibles de cette logique, des industries construites précisément parce qu'un accès purement américain à ces technologies était trop risqué comme seule option. La suspension mythose du 12 juin 2026 n'est donc pas une rupture historique, c'est la continuation exacte d'un modèle que les alliés occidentaux connaissent depuis plus de 70 ans. L'arrangement de Wassenaar qui a remplacé le COCOM en 1996 est tout aussi informel. La leçon n'a pas changé. Chapitre 5. La grille de la souveraineté. Qu'est-ce qu'une vraie souveraineté IA exige ? Et quelle dépendance stratégique est tolérable ? Et pour qui ? La souveraineté technologique complète, un pays qui développe, entraîne, héberge et contrôle l'intégralité de sa chaîne IA, est un horizon théorique pour la quasi-totalité des pays. Seule la Chine y investit massivement des centaines de milliards de dollars de programmes étatiques selon Bloomberg. Washington en est proche par la structure de son marché privé, personne d'autre à ce niveau. Ce que les membres de Pax Silica peuvent viser de façon réaliste, c'est autre chose que la souveraineté totale. À court terme, le plus défendable est de garder la main sur la couche applicative, contrôler les données et les interfaces utilisées par-dessus, même si le modèle sous-jacent est américain. C'est utile, mais c'est la ligne de moindre résistance et elle cède aussitôt que le modèle disparaît. Ce qui protège vraiment, c'est d'avoir une alternative opérationnelle en dessous, moins puissante, disponible sans permission Washington, capable de prendre le relais. Et au-dessus de tout ça, l'impératif le plus immédiatement concret, ne jamais dépendre d'un seul fournisseur, de sorte que la menace de changer crée une pression réelle sur les conditions du contrat. L'Union européenne a lancé Europa en juin 2026, un modèle de plus de 400 milliards de paramètres selon l'annonce de la Commission européenne, multilingue sur les 24 langues officielles, hébergé sur infrastructure Euro-HPC, financé par appel d'offres public. Ce n'est pas une réponse à la hauteur de Mythos en capacité brute, c'est exactement la souveraineté de bascule. Un modèle moins puissant, mais disponible sans permission Washington, accessible même sous embargo. La question ouverte est de savoir si Pax Silica peut évoluer vers quelque chose de plus contraignant. L'arrangement de Wassenaar a progressivement formalisé des protections que le COCOM gérait de façon purement informelle. Si Pax Silica intègre des clauses d'exception pays dans des accords bilatéraux, une fois l'accès accordé à un partenaire certifié, il ne peut être retiré qu'avec un préavis et une justification soumise à un comité mixte, l'assurance change de nature. Ce n'est toujours pas un traité, mais c'est moins fragile qu'une compréhension entre responsables. L'Inde a posé la bonne question à Washington le 25 juin. La réponse qu'elle a obtenue dit moins sur la bonne volonté américaine que sur les limites structurelles de ce type d'alliance. L'allié qui comprend ses limites et investit en conséquence, non pour sortir de Pax Silica, mais pour y entrer en position de force plutôt que de dépendance, a une grille de lecture que l'autre n'a pas encore. Et c'est peut-être ça, la vraie leçon du 12 juin. Vous écoutiez Pax Silica, l'alliance IA sans traité. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a aidé à penser la géopolitique de l'accès à l'IA, partagez-le avec quelqu'un qui construit des systèmes dépendants de fournisseurs étrangers.